Par invité de BFM Politique et je signale à tous ceux qui nous regardent chez eux qu'ils peuvent interpeller directement notre invité en flashant le QR code qui apparaît à la droite de l'écran juste là et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. C'était de l'autre côté, en fait, je me suis trompé. Manuel Bompard, après les annonces de jeudi du Premier ministre et du Président de la République, les points de blocage des agriculteurs ont été levés. Est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement a réussi à calmer la colère ? Je ne crois pas du tout qu'il ait réussi à calmer cette colère. Il a peut-être obtenu un sursis, mais les raisons profondes de la colère, telles qu'elles ont été exprimées ces dernières semaines, n'ont pas trouvé de réponse. Pourquoi les agriculteurs ont levé les blocages ? Je crois, quand vous les entendez, je ne crois pas qu'ils disent « nous sommes ravis des mesures qui sont proposées par le gouvernement ». Ils vous disent on a réussi à mettre le sujet au cœur de l'actualité, mais il faut qu'on revienne s'occuper de nos exploitations. Pourquoi ? Parce que les raisons profondes, structurelles de la crise agricole dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la question de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des agriculteurs en France de faire un certain nombre d'efforts si dans le même temps vous importez des produits qui viennent d'ailleurs dans le monde et qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Et c'est la question des revenus. Et ni sur la question de la concurrence déloyale, ni sur la question des revenus, le gouvernement n'a apporté de réponse satisfaisante. À la place, il a livré en pâture nos réglementations environnementales et je considère que c'est une mesure tout simplement irresponsable. C'est un recul irresponsable de nos objectifs et de nos ambitions climatiques et environnementales. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne quand vous dites qu'il a livré en pâture nos mesures environnementales ? Par exemple, si on parle du plan Écophyto, celui qui définit la trajectoire d'utilisation des pesticides pour les années à venir, le gouvernement explique que c'est une mise sur pause, en fait, que ça dure 3 semaines jusqu'au Salon de l'Agriculture. C'est encore ce que dit Christophe Béchu ce matin, le ministre. En quoi est-ce que pour vous, c'est mettre à la poubelle l'écologie que de faire pause pour revoir un règlement pendant 3 semaines ? D'abord, ce n'est pas la seule mesure qu'il a annoncée qui revient sur un certain nombre de réglementations environnementales. Il a parlé effectivement de mettre sur pause nos objectifs de réduction des pesticides, mais il a parlé, par exemple, de mettre sous tutelle l'Office de la biodiversité. Bon, il y a un certain nombre de mesures. Sous tutelle des préfets parce que les agriculteurs considéraient qu'il y avait une sorte de risque de confrontation. Ça ne veut pas dire donner moins de pouvoir à l'Office français de protection de la biodiversité. Nous verrons, mais de 2 choses l'une. Soit le gouvernement a apporté des réponses, soi-disant, aux difficultés qui seraient celles des agriculteurs en matière de pesticides, soit il n'a rien fait et seulement gagné 3 semaines. Là, il faut que vous soyez un petit peu cohérent dans votre argumentation. Moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Ah oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas expliquer que, au fond, c'est une sorte de l'écologie qu'on met à la poubelle. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'exagérer pas du tout. Ce qui a été annoncé par le gouvernement ? Pas du tout. D'abord, je veux que les gens qui nous écoutent le comprennent. Quand on se fixe des objectifs de réduction des pesticides, on le fait pour la société dans son ensemble, pour l'intérêt général. On le fait aussi pour les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'ils sont en première ligne de l'utilisation de ce type de produits. C'est eux qui subissent le plus des problèmes de santé liés à l'utilisation de ces pesticides, le développement d'un certain nombre de cancers, par exemple. Et donc, des mesures de réduction des pesticides, c'est des mesures de protection de la société dans son ensemble, mais des agriculteurs en premier lieu. Or, quand on commence à dire qu'on va mettre sur pause, après avoir déjà, dans les mandatures précédentes, reporté les objectifs de réduction des pesticides, après avoir, il y a quelques semaines de ça au niveau européen, accepter l'idée qu'on continue à autoriser l'utilisation du glyphosate, oui, je pense qu'on revient sur des objectifs. Marion, dans un instant, on va vous poser une question sur la question du revenu des agriculteurs que vous évoquiez. Mais ce qui est assez singulier dans ce que vous dites, Manuel Bompard, c'est que sur la question du glyphosate, sur la question des pesticides, sur la question aussi des jachères, c'est ce que demandaient les agriculteurs. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement n'aurait pas dû écouter les revendications des agriculteurs. Ce que je vous dis, monsieur Duhamel, c'est que si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez qu'il y avait différents types de revendications dans les revendications qui ont été exprimées par les agriculteurs, que tous ne disaient pas la même chose, et que les sujets qui revenaient le plus, c'était d'abord la question de la concurrence déloyale, et ensuite la question des revenus, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir vivre de notre travail. Alors justement... Or, moi, je pense qu'effectivement, les réglementations environnementales, elles peuvent être une difficulté pour certains agriculteurs si, dans le même temps, vous continuez à importer des produits qui viennent d'ailleurs dans le monde et qui ne sont pas soumis à ces mêmes réglementations. D'ailleurs, généralement, vous avez l'habitude de citer les sondages. J'ai retrouvé un sondage que vous, votre chaîne, vous avez publié sur quelles sont les raisons de la colère des agriculteurs auprès des Français. Réponse numéro 1, la concurrence déloyale, 53% des Français. Réponse numéro 2, les industriels
qui ne veulent pas acheter les prix à des prix qui sont Ça tombe bien, rémunérateurs. on va en parler, Réponse justement. numéro 3, la grande distribution qui ne veut pas renier Et ses on va marges. décliner Voilà tout cela, ce qu'il faut Manuel faire si on Bompard. veut répondre de manière Question de structurelle Marion à la Mourgue colère des sur agriculteurs. les revenus des agriculteurs. Vous en parlez, il y a cette question des revenus. Le gouvernement a annoncé que les contrôles pour la loi Egalim, pour son application, seraient renforcés. Donc c'est une pression qui est mise à la grande distribution. Vous dites ça va dans le bon sens, c'est un bon point aujourd'hui? Mais je dis c'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une loi, qu'elle n'était pas respectée et qu'on ne faisait rien, c'est ça? Ce qui n'est pas la première fois si une loi n'est pas appliquée. Donc Bah, vous dites, non, mais- à la limite, il y a une prise de conscience, Non, on met mais le paquet, si la on loi, l'applique. dorénavant, la loi Egalim se met à être davantage respectée que ce qu'elle était avant, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Mais la loi Egalim est insuffisante. La loi Egalim est insuffisante parce qu'elle ne permet pas de garantir aux agriculteurs des prix qui soient des prix effectivement rémunérateurs. Donc vous dites quoi? Il faut revenir dessus, Il faut sachant qu'il y a déjà eu renforcer loi Egalim l'arsenal, 2 et 3. les dispositions législatives. Et puisque vous observez la vie politique, vous reconnaîtrez que c'est ce que nous avons proposé avec mon groupe parlementaire au mois de novembre, puisque nous avons déposé une loi à l'Assemblée nationale, avant même que le mouvement des agriculteurs se Sur déclenche. les prix Nous avons planchers. demandé deux choses, pour les trois produits choses agricoles. même. Des prix rémunérateurs, c'est-à-dire que vous fixiez des prix minimums en dessous duquel vous ne pouvez pas acheter les productions agricoles, l'encadrement des marges, parce qu'il n'est pas possible, et tous les gens qui nous écoutent doivent le comprendre, en 2023, le revenu des agriculteurs a baissé de 10%. Les prix alimentaires ont augmenté de 12%. Mais sur votre idée... Attendez, laissez-moi terminer. Et dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. Donc c'est très simple. Si vous voulez protéger le producteur et si vous voulez protéger le consommateur, ce qu'il faut faire, c'est encadrer les marges. Voilà ce qu'il faut faire, ce que nous avons proposé. Et il a manqué 6 voix. Oui, mais- Et Oui, je mais veux Emmanuel dire que Bompard, les arrêtons-nous députés sur une de vos républicains et les propositions, députés Emmanuel macronistes Bompard. ne l'ont pas voté. Sur les prix planchers, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas les seuls. On est dans l'Union européenne. Et donc, si nous, on Ça ne m'a pas fixe échappé. des prix planchers, comment est-ce qu'on est compétitifs, les Français, si les autres pays européens n'appliquent pas la même règle? De la même manière que sur les réglementations environnementales ou sanitaires, on est compétitif à partir du moment où on impose des règles sur les importations et on fait en sorte qu'on ne puisse pas importer en dessous des prix planchers. Attendez, qui ont juste été prenons un fixés sur exemple, le la territoire tomate. national. Vous avez une tomate française, vous imposez un prix plancher. Mhm. Très bien. Vous avez en Espagne ou au Portugal des tomates espagnoles, des tomates portugaises qui sont importées sans ces prix planchers. Mhm. Comment est-ce que vous allez convaincre le consommateur français Mais je vous le d'acheter dis. une tomate qui sera certes plus rémunératrice pour le producteur, mais également plus Mais chère? je vous le dis. en Vous fixant- bloquez l'importation des Non, je ne tomates les bloque- espagnoles et portugaises. je ne le bloque pas, mais je mets de la même manière que je mets un prix plancher pour les productions sur le territoire national, je mets un prix minimum d'importation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et c'est ce qu'on devrait faire Mais, sur la question Manuel des prix. Bompard, C'est ce qu'on devrait faire sur la les question des pays vont le pesticides. faire dans l'autre sens. Il y Il y a aura la une question des rétorsion. CETA et du libre-échange. C'est-à-dire que si vous mettez Voilà, un prix... on y vient. Exactement. Si vous mettez un prix minimum, les autres pays pourront le faire aussi. Ce qui pourrait aussi gêner, par exemple, notre viticulture. Est-ce Mais- que là, vous dites, Ben voilà. il y a non, un mais double là, poids, on double vient au mesure? cœur de la difficulté. Pourquoi les macronistes ne sont pas en capacité de répondre aux problèmes structurels de l'agriculture française aujourd'hui? Parce qu'elles se heurtent à leur idéologie. Elles se heurtent à une idéologie d'une forme d'addiction au libre-échange généralisée. On empile à l'appel des accords de libre-échange. Alors maintenant, on nous dit qu'on va interrompre le Mercosur, mais on a ratifié, c'est-à-dire le gouvernement, Oui. l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il y a quelques jours de ça, au Parlement européen, les députés macronistes ont voté en faveur d'un accord de libre-échange avec le Kenya. Mais c'est- d'un sur accord le de Mercosur, libre-échange pour avec le s'arrêter Chili. là-dessus, vous n'y croyez pas? Parce qu'il y a une semaine, je recevais Jean-Luc Mélenchon en Oui. lui réaffirmant, en lui disant, Non, je n'y en crois pas. citant ce que disait le président de la République, le Premier ministre, sur le refus du Mercosur. Il me disait non, j'y crois pas, ça va se faire. Ben, je n'y crois Vous pas. n'y croyez toujours pas, Mais je malgré n'ai- toutes les déclarations de l'exécutif sur le refus du Mais Mercosur. Benjamin Duhamel, vous avez entendu les déclarations de la Commission européenne qui dit que les négociations se poursuivent au niveau technique. Vous l'avez entendu Et vous comme moi. pensez que Non mais attendez, c'est vrai ou c'est conclure... pas vrai ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que les négociations se poursuivent au niveau Vous pensez technique? qu'un accord peut se conclure Benjamin sans Duhamel. l'accord de la France? J'ai pas l'habitude de vous poser des questions, mais là on parle d'un fait. Ouais. Vous êtes d'accord? Les négociations se poursuivent au niveau technique. C'est ce qu'a annoncé la Commission européenne cette Et la semaine. France Quelques heures après Et la le fait France que s'y le oppose. président de la République ait dit que les négociations seraient terminées. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Moi je souhaite, pour que les choses soient claires, que les négociations sur l'accord avec le Mercosur soient suspendues, arrêtées. Je souhaite qu'on mette en place un moratoire sur l'ensemble des accords de libre-échange. Et pour répondre Mais à votre pourquoi est-ce que question, vous êtes juste si Comment vous faites dans catégorique? l'autre sens? Parce qu'il y a certains accords de libre-échange qui ont aidé les agriculteurs lesquels? français, les viticulteurs par exemple. non, Le mais- CETA a pu les aider et on n'est pas autosuffisant. Donc on a bien besoin Mais- à un moment donné mais de faire madame, des accords s'il avec vous plaît, le soyons monde extérieur. honnêtes dans la discussion. Mettre un terme aux accords de libre-échange ne veut pas dire arrêter tout échange international.
Mais un accord de libre-échange, non, un accord de Ça veut dire, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les subtilités, un accord de libre-échange, ça aboutit à ce que les droits de douane Exactement. baissent. Si vous supprimez ces accords de libre-échange, les droits de douane remontent et donc les filières qui Mais pas bénéficient du tout, il peut y de avoir l'export, le viticulteur, si on parle du CETA, par exemple, les producteurs de lait, nécessairement, ça va les toucher. Mais vous pouvez avoir ensuite des échanges bilatéraux. Voilà le principe. Je parle de principe. Voilà le principe sur lequel le CETA, c'est ce que je c'est, pense qu'il faut revenir. Le principe doit être le suivant. Ce qu'on est en capacité de produire sur le territoire national, on doit le produire sur le territoire national. Comment vous pouvez expliquer qu'on va importer du lait de Nouvelle-Zélande, des agneaux de Nouvelle-Zélande, alors qu'on est capable de les produire sur le territoire national? D'abord, c'est une concurrence déloyale. Et en plus, d'un point de vue de nos objectifs environnementaux et climatiques, c'est tout à fait absurde. Vous allez faire le tour du monde à des produits alors que vous êtes capable de les produire sur le territoire national. Donc je dis stop aux accords de libre-échange parce qu'on fait n'importe quoi sur ce sujet. Maintenant, vous me parlez de filières exportatrices françaises qui seraient bénéficiaires d'un accord de libre-échange. On a évoqué l'exemple du cognac vis-à-vis de la Nouvelle-Zélande. Il se trouve qu'il n'y a qu'en France qu'on produit ce cognac. Donc si la Nouvelle-Zélande veut du cognac, elle continuera d'acheter du cognac à la France. Dans le Bordelais, allez dire aux viticulteurs du Bordelais qu'ils ne pourront plus exporter. Mais je ne suis pas en train de leur dire qu'ils ne pourront plus exporter. Non, mais en tout cas, ils le feront de façon plus difficile. Non, je ne crois pas, parce que le produit français est de bonne qualité, je pense que les pays continueront à l'acheter. Mais vous allez dire aux producteurs de bétail, aux producteurs de volailles, aux producteurs de lait, que pour faciliter l'exportation de cognac, vous allez les soumettre à des concurrences qui sont des concurrences déloyales. Faites-le, mais moi je ne le ferai pas parce que je pense que c'est une mauvaise chose. On vous entend plutôt en défense de l'agriculture. Quand on regarde vos mesures précisément, c'est tout l'inverse de ce que demandent les agriculteurs. Je crois pas du tout. Par exemple, les mesures des jachères, eux, ils demandent que ce soit limité. Vous êtes plutôt à ce qui est une proportion de jachères supérieure. Le refus des stockages d'eau type méga-bassine que demandent les agriculteurs. Mais pas tous, madame. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire les agriculteurs. C'est quand même ce qu'on entend actuellement par la majorité des agriculteurs. Je ne crois pas. Écoutez, moi, j'ai entendu, par exemple, pour donner cet exemple, ce que disent les porte-paroles de la coordination paysanne, ce que disent les porte-paroles de la Confédération paysanne, ce que disent les porte-paroles de la coordination rurale, par exemple, avec qui j'ai pu discuter encore cette semaine. La coordination rurale, ils sont favorables aux méga-bassines, favorables aux retenues collinaires, que vous ne cessez de combattre sur le terrain. Mais attendez, d'abord, moi, je n'ai jamais combattu les retenues collinaires. Ce que vous dites, vous l'avez déjà dit d'ailleurs la semaine dernière, ça me permet de le préciser. Ce n'est pas du tout la même chose de parler de méga-bassines, c'est-à-dire de projets dans lesquels on va puiser dans les nappes phréatiques et ensuite on va favoriser l'évaporation de l'eau qu'on a puisée dans les nappes phréatiques, et les retenues collinaires qui visent à retenir l'eau de pluie pour ensuite pouvoir l'utiliser pour l'irrigation. C'est deux choses tout à fait différentes. Moi, les retenues collinaires, j'y suis favorable. Les méga-bassines, j'y suis opposé, effectivement, et je continue à m'opposer. Pour le reste, peut-être que je ne suis pas d'accord avec 100% des revendications de telle ou telle organisation agricole. Je dis juste que sur la question du revenu et sur la question de la concurrence déloyale, qui me semble au contraire être les deux sujets majeurs qui ont été portés dans l'actualité par les agriculteurs, le gouvernement n'a apporté aucune réponse, prend les gens pour des imbéciles, et que nous, par contre, dans notre programme, nous avons des réponses. J'ai parlé de ce moratoire sur les accords de libre-échange, j'ai parlé des prix rémunérateurs. Et 50% en moins de consommation de protéines animales. Là, vous parliez tout à l'heure des éleveurs. Je ne suis pas certain qu'ils soient tout à fait en phase avec cette proposition. Mais ça dépend, encore une fois, parce que... Vous allez dire à ceux qui élèvent des bovins, des ovins... Non, je ne vais pas le dire à eux, justement. Je vais le dire aux importations de produits animaux qu'on fait depuis l'autre bout du monde, parce qu'il vaut mieux manger moins de viande, mais de la viande de bonne qualité, qui est produite en France, avec des standards sanitaires et des standards environnementaux qui sont élevés, plutôt que de les soumettre à une concurrence qui est une concurrence tout à fait déloyale. Donc ne cherchez pas à trouver des incohérences dans ce que je vous dis. Je pense que notre programme est le meilleur défenseur de l'agriculture. Mais pourtant, les agriculteurs ne vous font pas ce bénéfice. Ils ne vous voient pas forcément comme le porte-parole. On le voit, vous parliez des enquêtes d'opinion. Pour l'instant, vous n'êtes pas vu comme le porte-parole de l'agriculture. Ça dépend, encore une fois, des agriculteurs. Moi, j'ai été effectivement dans les mobilisations contre les bassines avec des agriculteurs, parce qu'il y a aussi des agriculteurs qui se mobilisent contre. J'étais, et je participe, et mes amis ont soutenu les initiatives de blocage, par exemple, des centrales d'achat de la grande distribution, pour pointer la responsabilité des industriels et de la grande distribution dans la difficulté des agriculteurs à vivre de leur travail. Au contraire, je pense que je défends leurs intérêts. Question d'Amandine Atalaya sur la convergence des colères. Oui, est-ce que vous pensez que ce mouvement, cette colère peut s'étendre à d'autres professions? On voit qu'il y a aujourd'hui les chauffeurs de taxi, les routiers, les ouvriers du bâtiment, les pêcheurs qui sont en colère. Est-ce que vous appelez à la convergence des luttes? Mais la colère, elle est déjà étendue à l'ensemble des professions dont vous êtes en train de parler. La colère, on ne les voit pas manifester dans la rue. La colère, elle est immense dans ce pays. Maintenant, la question, c'est comment elle s'exprime. Et oui, personnellement, je considère que si on ne résiste pas
face au programme de souffrance générale qui est prévu par le Premier ministre et la majorité actuellement au pouvoir, oui, je pense qu'on va beaucoup souffrir cette année. Ça fait 7 Donc, ans que je vous entend Manuel j'appuie. Bompard appeler à cette jonction populaire. Pourquoi ça marcherait cette fois alors que pendant 7 ans, ça n'a pas marché? Mais d'abord, c'est pas de moi que ça dépend. Vous me demandez mon avis. Bien sûr. Moi, je vous dis oui, j'appelle les gens à se mobiliser parce que je pense que s'ils ne se mobilisent pas, il faut qu'ils comprennent quel sort leur est réservé. Alors On a eu justement, l'augmentation de les 10% enseignants... du prix de l'électricité. Je vais venir sur les enseignants. Il y a l'augmentation du prix des gaz qui est prévue. Il y a l'augmentation du prix des autoroutes. Il y a le doublement des franchises médicales. Il y a l'augmentation des frais bancaires. Il y a l'augmentation des mutuelles. Voilà ce qui est prévu. Et en face de ça, vous avez un gouvernement qui ne dit rien, voire pire, qui ment et qui trompe. Parce qu'au début Sur de les cette année... enseignants, un point Au précis, début, puisqu'ils... juste une chose, et je vous laisse vraiment poser votre question. Quand même, parce qu'à un moment, il faut souligner les mensonges gouvernementaux. Au début de cette année, Monsieur le maire est venu sur vos plateaux de télévision vous dire on a avancé les négociations commerciales et les prix alimentaires vont baisser. Les négociations commerciales se sont arrêtées cette semaine et les prix alimentaires vont augmenter de 2 à 3%. Voilà la réalité de ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire strictement rien. Question de Marion Bourg. Le milieu enseignant appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi. Ils sont très en colère, y compris par leur ministre de l'Éducation, qui est assez fragilisé en ce moment. Est-ce que vous dites, finalement, ça serait bien qu'elle parte, qu'elle démissionne d'elle-même pour apaiser cette colère? Ça me paraît être une évidence. Mais bon, j'ai envie de dire sur le ton de la blague, peut-être qu'elle reste, parce que là où elle est, au moins, elle exprime avec la plus grande pureté le mépris de la caste qui est au pouvoir aujourd'hui pour l'école publique, pour l'enseignement public, cette forme d'entre-soi, d'établissements privés comme l'école Stanislas, qui est en dehors des lois de la République, qui est gorgée d'argent public. Au moins, elle a permis de mettre sur la place publique cette question du séparatisme scolaire dont on ne parle pas suffisamment. Mais là, la question va se poser. La vérité, c'est qu'elle est incapable de répondre aux difficultés auxquelles est confrontée l'éducation nationale aujourd'hui, c'est-à-dire la Est-ce que le dialogue est encore possible? Mais clairement non. Moi, j'ai participé à la manifestation jeudi. J'ai vu sur toutes les pancartes. Je ne sais pas si c'est passe à l'écran, mais c'est sur l'écran derrière vous, monsieur on les a vus il y a un instant, AOC démission. Bon, Mais est-ce bien que, sûr, pour être très précis, il va y avoir dans les prochains jours une vague de nominations de nouveaux ministres, de ministres délégués Ce serait et temps, de secrétaires peut-être, d'État? Lundi, mardi, selon nos informations, est-ce que le Premier ministre, le Président de la République doivent profiter de cette nouvelle vague pour, dire à Amélie Oudéa-Castéra qu'elle doit quitter le gouvernement? Écoutez, il fait ce qu'il veut. Si vous me demandez ce que moi je pense du Est-ce que vous gouvernement, demandez sa démission c'est qu'il pour doit que être les choses soient censuré, claires? le gouvernement dans son ensemble. Ouais. Donc c'est pas moi qui vais vous dire quel va être le prochain casting gouvernemental. Mais oui, je pense que la question de l'éducation aujourd'hui est confrontée à de très lourdes difficultés, à de très grands défis, et que Mme Oudéa-Castéra est tout à fait incapable et empêchée pour y répondre et pour y faire face. C'est la question des rémunérations des enseignants qui, contrairement à ce qu'on nous dit, n'ont pas connu les hausses qui étaient promises et qui fait qu'aujourd'hui la rémunération des enseignants est toujours inférieure à la moyenne de l'OCDE. C'est la question des non-remplacements et du manque de personnel de l'éducation au moment des cours de recrutement. Mais par exemple, vous préféreriez, certains expliquent que si François Bayrou demain était relaxé par le tribunal correctionnel, il pourrait faire un bon ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que ça, vous préféreriez? Mais non, mais moi, je préférerais un député de la France Insoumise, vous voyez. Sûr. Donc, c'est pas franchement le scénario le plus probable. Ne me demandez pas de choisir entre monsieur... le problème, c'est pas les personnes. Le problème, c'est le cap politique qui est mis en place. On a eu un budget l'année dernière. On voit bien que les efforts financiers nécessaires pour l'éducation nationale, pour la santé, ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas à l'ordre du jour, et qu'on nous promet encore une nouvelle cure d'austérité de 12 milliards d'euros cette année. Donc le problème, c'est l'orientation générale de ce pouvoir qui est incapable de répondre aux problèmes des services publics, de l'école, de la santé, tout simplement. On fait une très courte pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite dans BFM Politique. De BFM Politique, Manuel Bompard, juste avant de continuer cette interview, une question de téléspectateurs, de téléspectatrices même. Voilà ce que vous demande Emmanuel. Gérard Miller est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Gérard Miller, psychanalyste proche de la France Insoumise, même si récemment il s'était un peu écarté en critiquant notamment Jean-Luc Mélenchon. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous apportez votre soutien à ces femmes? Voilà ce que vous demande Emmanuel. Bien sûr. Après, pour l'instant, c'est une accusation et j'imagine qu'il y aura une enquête judiciaire. Mais oui, par principe, quand quelqu'un est l'objet de ce type d'accusation, j'ai une pensée d'abord pour les victimes présumées de cette personne. Voilà. Pour le reste, sur les liens entre Gérard Miller et la France Insoumise, vous avez un petit peu répondu vous-même dans votre question. Ils ne sont pas si étroits que ça.
Oui, même si pendant longtemps il a été Bien sûr. compagnon de route, il défendait Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai que ces derniers mois, notamment suite à la situation internationale, il s'était quelque peu éloigné de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que vous pouvez continuer à interpeller directement Manuel Bompard en scannant ce QR code qui apparaît à la droite de l'écran. Manuel Bompard, une délégation d'une vingtaine de parlementaires à la France Insoumise menée par Éric Coquerel se rend à Rafah ce dimanche, au sud de la bande de Gaza. Rafah, c'est le point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza pour défendre un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que vous savez si ces parlementaires ont prévu de se rendre en Israël après ce déplacement à Rafah ? Je ne crois pas. Je crois que dans la délégation, le déplacement, il est prévu effectivement en lien avec les autorités égyptiennes de pouvoir se rendre à Rafah pour alerter sur la situation humanitaire désastreuse dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les habitants de la bande de Gaza qui sont confrontés depuis maintenant plusieurs mois à des bombardements israéliens qui ont fait un bilan extrêmement lourd. On parle de près de 30 000 victimes. C'est de ça dont on parle. Et ça se fait dans le silence coupable d'une grande partie de la communauté internationale. Et donc je salue l'initiative des parlementaires, et notamment des parlementaires de mon groupe, de se rendre à Rafah pour attirer l'attention de la communauté internationale et qu'elle bouge et qu'elle réagisse. Pourquoi ne pas se rendre également en Israël après ce déplacement au sud de la bande de Gaza ? Peut-être que certains d'entre nous se rendront par ailleurs dans une autre délégation en Israël. Pourquoi opposer l'un à l'autre ? Aujourd'hui, la revendication... Est-ce que ça a déjà été le cas, Manuel Bompard ? Mais bien sûr que ça a déjà été le cas. Je vais même vous dire, nous avons reçu... Ne cherchez pas, nous avons reçu à l'Assemblée... c'est vraiment une question. Nous avons reçu à l'Assemblée nationale. Non, est-ce que des députés insoumis sont déjà allés en Israël depuis le 7 octobre ? Depuis le 7 octobre, je ne crois pas. Mais nous avons reçu, par exemple, à l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition israélienne, M. Netanyahou, avec qui nous avons des liens et des discussions. Mais vous comprendrez donc, Manuel Bompard, que certains puissent se dire c'est une vision un peu hémiplégique. Je ne le comprends pas. Pourquoi se rendre à Rafah Madame, et pas en Israël ? ce qui devrait choquer tout le monde, c'est le fait que vous avez, selon la Cour internationale de justice qui a rendu son verdict, dont je rappelle que c'est l'organe judiciaire rattaché à l'Organisation des Nations Unies, vous avez aujourd'hui, dans ce qui se passe à Gaza, un risque de génocide. C'est ça que dit la Cour internationale de justice. Et ce qui devrait choquer tout le monde, c'est que face à cette situation, par ce qui s'est passé le 7 octobre, on ne fait rien. Si on parle de choc. Non mais attendez, qu'est-ce que vous essayez de me faire Est-ce que je suis ému par le fait... Non. De quoi Manuel vous Bompard, parlez ? la question est très simple. On a évoqué, notamment la semaine dernière avec Jean-Luc Mélenchon, longuement cette décision de la Cour internationale de justice. La question est extrêmement simple. Vous avez en ce moment même une vingtaine de parlementaires de la France Insoumise qui se rendent à Rafah, qui appellent à un cessez-le-feu, qui vont rencontrer les autorités sur place. Pourquoi, depuis le 7 octobre, n'y a-t-il eu aucun déplacement de députés de la France Insoumise sur le territoire israélien ? Mais parce que nous avons eu des relations avec d'autres, comme je vous l'ai dit, députés de l'opposition au gouvernement de Netanyahou. C'est pas ma question. Mais d'accord, mais on fait encore ce qu'on veut, monsieur Duhamel. Mais d'accord, mais donc pourquoi ce choix de se rendre au sud de la bande de Gaza ? Pour alerter sur la situation qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Et donc, quand on a vu d'autres responsables politiques français se rendre notamment dans le sud d'Israël, dans les kibboutz où des Israéliens ont été massacrés par le Hamas, vous auriez pu y aller ? On aurait pu effectivement y aller. Et pourquoi vous on n'a pas été alors invité à y aller, en l'occurrence, dans la délégation que vous êtes en train d'évoquer. Il y a d'autres responsables politiques qui y sont allés hors invitation. Vous poserez la question à ceux qui y sont allés, pourquoi ils n'ont pas voulu nous inviter. Mais vous auriez pu y aller tout. Non mais j'ai l'impression que ça vous met mal à l'aise. Non, ça ne me met pas du tout mal à l'aise, mais ce qui me met un peu mal à l'aise, je vous le dis franchement, c'est que je trouve ça stupéfiant que vous cherchiez à venir polémiquer sur le fait que des députés de gauche aillent à Rafah pour alerter sur la situation catastrophique dans la bande de Gaza, pour faire en sorte que la France prenne enfin la parole, pour faire en sorte que ce massacre s'arrête, pour faire en sorte qu'on retrouve la paix le plus rapidement possible. Et là, vous êtes en train de polémiquer pour savoir qu'on va à tel endroit ou pas à tel endroit. Franchement, c'est vous là qui... Non, Manuel Bompard, j'ai le souvenir d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui reprochait à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, d'aller, je cite, camper à Tel Aviv. Donc il y avait bien une question politique sur les déplacements qui étaient choisis par les uns et les autres. Comprenez donc qu'on vous pose la question de savoir pourquoi cette délégation de parlementaires se rend à Rafah et qu'aucun député insoumis ne s'est rendu en Israël depuis le 7 octobre. On va faire de la géographie. Rafah, c'est en Égypte, vous êtes d'accord ? Oui, c'est à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. L'Égypte ne bombarde pas la bande de Gaza aujourd'hui, vous êtes d'accord ? C'est le cas pourtant de l'armée israélienne, non ? Je ne comprends pas le rapport. Ce que nous avons reproché effectivement à un certain nombre de dirigeants français, c'est d'aller parader avec l'armée israélienne qui était en train
au même Non, mais moment donc là, les de choses sont claires. Donc, si vous n'allez pas, de commettre des crimes de guerre mais donc, Manuel reconnus Bompard, comme tels si par vous n'allez pas, l'Organisation des donc, Nations si vous n'allez Unies. pas en Israël, c'est parce que vous contestez les bombardements qui sont faits. Ah mais bien évidemment. Ah mais voilà, non mais au moins les choses sont Mais claires. vous essayez de faire croire que je n'aurais aucun lien avec des Non. représentants israéliens Pas du qui, tout. Mais pour c'est une juste- grande partie d'entre Non, eux mais donc d'ailleurs, c'est la raison pour s'opposent. laquelle vous n'y allez pas. Mais bien sûr. Eh ben voilà, au moins les choses sont claires parce que vous disiez on va peut-être y aller, mais voilà. Donc Mais c'est non, pour ça mais que je vous n'y vous allez dis pas. par principe, on n'a pas de difficulté à discuter avec des interlocuteurs israéliens, puisque c'est la question. Mais pas jusqu'au que vous- point de se que- rendre sur place, que- témoigner de votre solidarité auprès Mais des pas avec, Israéliens. pas avec l'armée israélienne, Mais non. si vous pourriez Pas y avec aller le sans l'armée. gouvernement d'extrême droite israélien, Ouais. mais témoigner ma solidarité avec la population israélienne, avec les personnes qui ont été victimes des crimes commis par le Hamas. Bien évidemment, j'ai aucune difficulté à le faire. Mais en l'occurrence, là, ce dont on parle, c'est ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza. Et ce qui se passe dans ce moment dans la bande de Gaza est un crime odieux qui doit être arrêté le plus rapidement possible. Écoutez, la France a occupé au mois de janvier la présidence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible? Rien. Et la France a publié, parce que je voudrais que ça soit su, le 2 janvier 2024, un communiqué suite à une décision de la Cour internationale de justice sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce communiqué disait la chose suivante. La France rappelle que les jugements rendus par la Cour internationale de justice sont définitifs et obligatoires pour les parties et qu'ils doivent être mis en œuvre. La France renouvelle son soutien à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, qui est l'un des piliers d'un ordre international fondé sur des règles de droit. La question que je pose est la suivante. Pourquoi la France dit ça quand la Cour internationale de justice prend une décision sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et pourquoi la France n'est pas capable de dire la même chose quand la Cour internationale de La justice France a reconnu prend- la décision entre. Vous voulez qu'on reprenne les mots? entre Je les ai Israël, ici. Et Ils ont contesté cette décision. Ils n'ont pas demandé à ce qu'elle soit mise en œuvre immédiatement. Et en tout cas, ils n'ont rien fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que cette décision s'accompagne d'une résolution pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Rappelons- Et comme le rappelons, gouvernement Manuel ne Bompard, fait pour être tout à fait rien, complet, comme le que gouvernement cette ne fait décision- rien, oui, que nous cette nous déplaçons décision- à Rafah pour que alerter la cette situation. décision ne demandait pas un cessez-le-feu à Israël, contrairement à ce que souhaitait la France Elle du Sud. demandait que tout soit fait pour prévenir le risque de génocide. des génocides. Oui, Est-ce que c'est mais- le cas aujourd'hui? Non mais attendez, juste c'était pour préciser sur la question du cessez-le-feu. Oui, mais sauf que tout le monde lira les deux communiqués, vous les publierez sur votre site internet, vous verrez. Et vous verrez que les on mots en a parlé, utilisés et par la notamment- France et notamment à la travers semaine dernière avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, ben, je Alors, pense que les choses. Donc, puisque vous me posez, attendez, parce que moi, j'ai pas envie qu'à la fin, on retienne de cet échange une polémique. Oh, il y a Moi, pas de voilà polémique, ce que il y j'ai a à pas vous de dire. polémique. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce qui se passe va Ouais. rester sur notre conscience pendant des années, des décennies et des décennies si on ne fait pas quelque chose. Donc, j'appelle la France, j'appelle l'ensemble des pays dans le monde à agir enfin pour mettre un terme aux opérations militaires de l'armée israélienne Manuel qui sont Bompard. responsables d'un crime de masse. Voilà ce qui doit s'arrêter Sur ce le plus déplacement- rapidement Question de possible. Marion Moreau. Sur le déplacement de la délégation de la France Insoumise, il y a un tweet d'Ercilia Soudet, qui est sur place, qui est une députée de la France Insoumise, sur l'UNRWA, qui est une agence de l'ONU en soutien aux réfugiés palestiniens, et qui est mise en cause depuis les attentats du 7 Par octobre Israël. par Israël pour avoir, Pas que. pour Si, que si, 12 que. salariés, l'ONU aussi, pour que 12 salariés pas l'ONU. sont accusés actuellement d'avoir participé à ces attentats. Alors je cite son tweet, elle dit, Ercilia Soudet, que c'est l'occasion de témoigner à cette agence notre attachement à cette agence dont il faut préserver Bien les sûr. financements. Est-ce que c'est votre ligne aussi? Bien sûr. Ça ne vous pose pas de d'abord- problème, sachant que cette agence est mise en cause dans ces attentats, D'abord- dans ces massacres du 7 octobre? D'abord, il faut pas. D'abord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 12 salariés de cette agence, qui en contient plusieurs milliers, ont été accusés par le gouvernement israélien d'avoir été impliqués dans les actions commises le 7 Mais tous octobre. les l'ONU, pays de elle l'Union a fait une européenne enquête. ont retiré le Ça- là, mais financement. d'accord. La France aussi. Non, attendez. Excusez-moi, mais là, vous mélangez tout et vous dites des choses qui sont inexactes. Donc, Que c'est- l'ONU a lancé une enquête? Non, attendez, je répondais à madame. Ouais. L'armée israélienne, le gouvernement israélien a mis en cause des salariés de cette agence. Cette agence a réagi immédiatement en disant que puisqu'il y avait une mise en cause, il y aurait effectivement une enquête sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour voir si effectivement des salariés de cette agence ont participé à ces actions ou pas. Tout à l'heure, on parlait de présomption d'innocence, non? Donc c'est pas parce que l'armée israélienne accuse des salariés que c'est un fait. Premièrement. Deuxièmement, la France n'a pas interrompu
ces versements. Parce qu'il n'y avait pas de versement à cette dans agence. les- Est-ce qu'il dans n'y a les pas mois une Elle a dit qu'il précaution n'y à avait pas de prendre? versement prévu à ce stade et qu'elle réévaluerait la situation, en particulier en fonction Mais quand des on est un résultats député de la cette nation, enquête. est-ce qu'il n'y a pas une précaution Pour à le prendre? reste, madame, il y a effectivement une précaution. Cette précaution, c'est de faire en sorte que les réfugiés palestiniens qui profitent de l'aide financière de cette agence ne soient pas encore plus livrés à eux-mêmes Mais que ce qu'ils Manuel sont Bompard, si l'enquête aujourd'hui. indique qu'il y Si a l'enquête- effectivement eu participation Ils ont été mis de de côté certains de cette membres. agence. Oui, mais si l'enquête démontre qu'il y a eu une participation de ces membres-là aux attaques terroristes du 7 octobre, est-ce qu'à ce moment-là, vous reverrez votre position sur le soutien à l'agence, à l'UNRWA? Mais et si l'enquête, est-ce que l'enquête va dire qu'il y a une responsabilité de la direction de cette agence? Je ne le crois Je parle pas. d'une participation Bon, de ces membres-là. mais non, mais s'il y a des membres qui ont participé à ces actions, ils ont été pour l'instant mis de côté, et dans ce cas-là, ils seront bien évidemment écartés de cette agence. En quoi le fait que ces gens aient été mis en cause doit empêcher le travail que fait cette agence, qui est un travail de solidarité la plus élémentaire pour faire en sorte que les réfugiés palestiniens ne soient pas dans le dénuement total et complet. Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes, c'est des gens qui n'ont pas accès aux soins, c'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler de ça et vous venez chercher à polémiquer avec Non, moi on polémique sur pas, tel Manuel ou tel Bompard, on truc, pose ou des tel ou tel questions, tweet, ou telle ou attendez. telle prise de position. Non. Et la France ne On dit demande rien, des précisions. et la communauté internationale ne dit rien. Et moi, je devrais me taire. Non, mais personne. Donc, attendez, il y a une personne vous agence, demande il de y vous a taire, une Manuel Bompard, on délégation, vous pose des et questions. vous devriez la saluer, le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation internationale Et on en parle, qui demandent que ça et on vous s'arrête. interroge là-dessus. Et il devrait y Voilà. avoir la France Question. qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez, pour que ça s'arrête. Question Voilà ce d'Amandine que je Atalaya. demande. Sans polémique sur l'hommage aux victimes aux attentats qui va avoir lieu mercredi prochain aux Invalides. Des familles de victimes ont écrit au président de la République pour lui demander d'interdire la présence de la France insoumise à cet hommage. Ils disent que la France insoumise, je les cite, et ses représentants n'ont jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. Un cousin de la famille d'Anne Calderon, qui compte des victimes et des otages, dit aux Parisiens « Nous ne voulons pas laisser la France insoumise déshonorer les victimes du 7 octobre ». Question simple donc, est-ce que vous les entendez et est-ce que vous vous rendrez à cet hommage? D'abord, je veux dire que la citation que vous avez passée à l'écran est fausse, puisque bien évidemment, la France insoumise, l'ensemble de ses représentants, l'ensemble de ses porte-paroles ont condamné les crimes qui ont été Attendez, commis juste pour être par très précis, le on a, Hamas on a le 7 cité octobre. ce qui était dit par Oui, cette oui, lettre, mais que la France ne vous insoumise et mets ses pas présidents n'ont jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas comme Bon, organisation terroriste. Je cite, je ne vous mets pas en cause vous, je dis... même si vous disiez la citation est fausse. Non, pardon. Vous la je veux contestez dire, sur le fond. Sur le fond, Ah, bien très bien, évidemment. c'est pas la même chose. Puisque, mais vous aussi, vous pourriez la contester sur le fond, puisque vous êtes un observateur Alors de la pour vie être précis, politique. vous avez condamné, mais vous n'avez pas reconnu le Hamas comme organisation terroriste. Donc nous avons condamné les actions qui ont été commises et en termes de vocabulaire, nous avons préféré nous en référer au vocabulaire du droit international puisque nous avons parlé de crimes de guerre. Voilà ce que nous avons fait très précisément. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. Il y a 42 Français qui ont été tués le 7 octobre. Il est normal et important que la France leur rende hommage. C'est un hommage national dans lequel l'ensemble des formations politiques sont invitées et nous souhaitons également rendre hommage aux victimes du Hamas le 7 octobre. Nous comprenons la peine, le chagrin et nous le partageons. Mais justement, à partir du moment où les familles des victimes demandent à ce que vous ne soyez pas là, si vous dites entendre leur colère... Les familles de victimes, c'est 4, je crois, familles de victimes sur les 42 Français qui ont été tués le 7 octobre, qui ont écrit au président de la République. Le président de la République a décidé d'organiser un hommage national dans lequel nous sommes invités. Donc, si nous n'y allons pas, vous allez ensuite me reprocher de ne pas partager la peine ou l'émotion des familles de victimes, ce qui n'est pas le cas, je vous l'ai dit. Donc vous irez. Donc personnellement, comment expliquez-vous juste qu'elles soient blessées, ces familles? Maintenant, écoutez, je veux rassurer les familles de victimes. Il n'est nullement dans nos intentions de transformer un moment d'hommage national dans un moment de politique. Non, mais et j'appelle sans à doute tout le et monde on l'espère, à mais juste faire comment est-ce que de vous même. expliquez Je vous rappelle qu'on que parle de ces rendre hommage familles- à des morts et que quand on rend hommage à des morts, je pense que la polémique politique peut passer Mais sur le pourquoi côté. ces familles sont-elles blessées? Ben, je ne sais pas, c'est à elle qu'il faudra poser la question. Elles l'ont dit. En tout cas, je le dis sans volonté de polémique d'aucune sorte. Certains passages du courrier qu'ils ont adressé au président de la République me paraissent
attribuer à la France insoumise des positions qu'elle n'a jamais défendues. Je l'ai dit sur la question de la condamnation des crimes qui ont été commis par le Hamas, où je lis dans leur courrier que nous aurions dit que tel ou tel acte commis par le Hamas serait un acte de résistance, que nous n'avons jamais dit non plus. Voilà, donc pour être très précis, manifestement... on en a déjà parlé sur ce plateau avec vous d'ailleurs, ils font référence à ce que disait Daniel Obono chez Sud Radio face à Jean-Jacques Bourdin, où elle qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Est-ce que nous avons dit que les actes commis le 7 octobre sont des actes de résistance? Non, elle parlait du Hamas. Bon, d'accord, mais c'est ce qui est indiqué dans ce courrier. Pour rebondir, et sans aucune volonté. Non, mais justement, Manuel Bompard, sans aucune volonté de polémique. Sur des moments d'hommages nationaux, vous avez raison. Je vous ai répondu. Vous avez raison. Je pense normal que la nation rende hommage à des victimes. J'ai l'intention d'y participer. Et je rassure les familles de victimes, il n'y aura de notre part, en tout cas, aucune volonté de mélanger un hommage national à un moment de politique. Ça me paraît clair. Sans volonté de polémique. On sait qu'à la France Insoumise, vous avez théorisé le fait, c'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'assume, de ne jamais vous excuser, de ne jamais faire de mea culpa, de ne jamais reculer. Quand vous lisez ou vous entendez de telles phrases prononcées ou écrites par des familles de victimes. Vous avez raison de dire pas toutes, mais certaines familles de victimes qui ont ce chagrin en elles, qui ont cette plaie béante qui se montre là. Est-ce que quand même vous vous dites on a loupé quelque chose, il y a des prises de parole, des prises de position qui n'ont pas été comprises, ou est-ce que c'est forcément ces familles de victimes-là qui réagissent mal? Est-ce qu'il y a un peu d'examen de conscience? Je ne dirais pas qu'elles réagissent mal et je n'ai aucun reproche à leur faire. Je vous dis juste que je ne peux pas m'excuser pour des positions que je n'ai pas tenues. Et ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Elles sont choquées, par exemple, que le Hamas n'ait pas été qualifié d'organisation terroriste. En l'occurrence, elles nous attribuent dans ce courrier, encore une fois, des positions que nous n'avons pas défendues. Donc je respecte leur chagrin, je respecte leur demande et leur volonté, je la comprends, je n'ai aucunement l'intention de polémiquer avec elles, mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'excuser pour des positions que je n'ai pas eues. Pas d'examen de conscience. Question de Marion Mourgue sur une nouveauté au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise. Oui, c'est une information, Le Parisien, il va y avoir un règlement intérieur qui va être proposé. Ça vous choque qu'on sorte cette information? Non, pas du tout. Mais je crois qu'à peu près tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ont c'est une nouveauté. Oui, et nous sommes en 2024, les autres l'ont depuis un certain nombre d'années. Donc c'est une nouveauté. Oui. C'est quoi? C'est une manière de mettre un peu d'ordre, d'encadrer? C'est une façon de soumettre les insoumis? Pas du tout. Entre 2017 et 2022, notre groupe parlementaire comportait 17 membres. En 2022, nous sommes maintenant 75 membres. Donc il aura fallu 2 ans pour le faire. Forcément, il y a eu des modifications, des évolutions dans le fonctionnement de notre groupe parlementaire. Et donc c'est quoi ce règlement intérieur? C'est un règlement qui permet de se doter de... Mais un règlement, c'est pas toujours pour interdire, vous savez, Benjamin Duhamel. Créer des règles. J'imagine. C'est quoi? C'est encadrer les prises de parole? J'imagine qu'à BFM TV, il y a un certain nombre de règles. Que quand vous signez votre contrat en tant que journaliste, vous respectez un certain nombre de règles. Et pourtant, je ne dirais pas que vous êtes soumis à la direction de BFM TV. Non, c'est pas ça. Mais c'est que je ne le dirais pas. Non, mais je ne me permettrai pas. Et vous avez raison. Donc, évidemment, en tant que journaliste, on exerce tous notre indépendance. Mais simplement, c'est ce que soulignait Marion. Je comprends pas la question. Vous êtes un groupe parlementaire depuis 2017. On est d'accord? Oui. Bon, on est en 2024. Ça fait donc 7 ans. Je vous ai expliqué, Pendant 7 ans, il n'y a pas eu de règlement intérieur. Effectivement. Donc c'est quoi? C'est une façon de se dire il faut qu'on essaye de clarifier un peu tout. Il y a des frondeurs qui nous ennuient et donc on veut les soumettre à un certain nombre de règles. C'est quand même un peu le bazar aujourd'hui chez les insoumis. Ah bon? Je ne sais pas, faut que vous vous mettiez d'accord. Je lis parfois dans certains papiers le fait que la France insoumise ne serait pas démocratique, que ce serait une dictature. Maintenant, vous me dites que c'est le bazar. Donc là, il va falloir se mettre un petit peu d'accord sur vos argumentations. Écoutez, mais est-ce que par exemple, c'est une façon de sanctionner? Mais non, mais c'est pas. Vous avez sanctionné récemment Raquel Garrido. Est-ce que c'est une façon, ce règlement intérieur, de sanctionner plus facilement des députés que vous jugeriez récalcitrants? C'est une façon de nous remettre d'accord entre nous, les députés insoumis, sur un certain nombre de règles de fonctionnement collectif. Et oui, bien sûr, si ces règles ne sont pas respectées, il peut y avoir des procédures de sanctions, de les formaliser. Même si je vous rassure, je pense que ce qu'on attend des députés de la France insoumise, c'est de se battre pour le peuple français et pas de passer leur temps dans des discussions internes. Donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris par votre question. Mais je n'ai aucune difficulté à vous répondre. Dans tout groupe humain, il doit y avoir des règles de fonctionnement collectif et c'est le travail que fait la France insoumise, bien évidemment. Une dernière question avant de repasser aux questions de téléspectateurs. Les élections européennes auront lieu dans 4 mois, c'est ça? En l'état, dans les sondages, vous êtes derrière la liste, notamment de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste. Loin derrière, un point. Ouais. Oui, ça dépend des sondages. Parfois, c'est un peu plus. Si, à la fin, au lendemain du 9 juin, vous arrivez derrière le Parti socialiste, éventuellement derrière les écologistes, c'est mal barré pour
se revendiquer J'aime bien le la leadership manière à avec gauche. laquelle vous posez des questions. S'il n'y a plus aucun auditeur dans votre émission, C'est mal barré, ça je vous sera mal confirme. barré. Bah oui, je vous confirme. Donc, Donc, vous allez faire en sorte qu'il y en ait. Bon. Absolument. Donc moi, je vais essayer de faire en sorte, si vous permettez, avant qu'on pose la question de savoir quel va être le résultat avant que l'élection ait eu lieu, de faire en sorte que notre résultat soit le plus Et donc, il n'y a pas de volonté possible. d'enjamber cette élection qui, Pas du tout. en fait, ne vous a jamais été vraiment favorable. Et moi, je vais dire les choses franchement Ouais. aux gens qui nous écoutent. Si vous restez à la maison, si vous n'allez pas voter comme le disent les sondages aujourd'hui, on fera un mauvais résultat, c'est une évidence. Donc, si vous voulez que la France insoumise continue son travail, si vous voulez qu'elle continue à vous défendre, si vous voulez sanctionner le président de la République et sa politique, si vous voulez refuser de donner au Rassemblement national l'image d'être en quelque sorte l'alternative au pouvoir en place, eh ben, il faut se déplacer, il faut aller voter. La France insoumise, cette semaine, a lancé une grande campagne d'inscription sur les listes électorales. Vous pouvez tous vous rendre sur le site onvoteinsoumis.fr. Oui, vous dites, je Vous crois, pouvez- les riches votent, pourquoi pas vous Vous pouvez, c'est la vérité, c'est ce que disent tous les chiffres. Inscrivez-vous sur les listes électorales, vérifiez que vous êtes bien inscrit et emparez-vous de l'élection européenne pour vous faire entendre, pour faire entendre votre voix. Et en tout cas, nous, on sera au rendez-vous de cette élection. J'aurais souhaité, je l'ai défendu pendant Qui des est mois et des Guillon, mois, il y en a qu'il y ait une pas. liste commune de la NUPES. Je considère Manuel Bompard. irresponsable ceux qui ont refusé cette possibilité. Mais malgré ça, nous, on continuera à se battre pour faire en sorte que cette alternative existe. Question de téléspectateur, voilà ce que vous demande Tony. Kylian Mbappé est annoncé du côté du Real Madrid cet été par l'excellent journal Le Parisien. Encore une information. Est-ce Vous voyez, on n'arrête pour pas. la France? Moi, je suis député de Marseille, vous savez. Donc c'est une bonne nouvelle Alors, pour vous alors. quand le Paris Saint-Germain perd un bon élément, personnellement, ça me fait pas pleurer. D'accord, donc écoutez, voilà, donc de ce point de vue-là, s'il part au Real Madrid, Il fait ce qu'il veut. Hein. il aurait pu aller à l'OM aussi, mais je crois que c'est les les résultats ne règles. sont pas tout à fait à la hauteur pour. C'est juste que je suis pas sûr qu'on ait la capacité financière à ce stade, mais il y a des très bons joueurs à Marseille aussi. Vous êtes combienième au classement là On galère un peu, je le reconnais, Ouais. mais il reste encore une petite partie de la saison. C'est Donc, comme aux voilà. C'est comme une européennes. européenne. Merci beaucoup, Merci Manuel à Bompard.